Je vais vous présenter nos intervenants maintenant qu'ils sont presque au complet. Puis de toute façon, le dernier, vous le connaissez tous. Alors, nous avons Anne-Laure Catelot, députée de la 12e circonscription du Nord. C'est facile, c'est la seule femme en dehors de moi. Je me présente aussi par la même occasion, Anne-Marie Royal. Je suis coprésidente de Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais. Monsieur Damien Carlier. Voilà, on va jouer, voilà, je n'ai pas décidé de les mettre dans l'ordre, qui est vice-président de la SAFER Hauts-de-France et président du comité technique du Nord. Bertrand Follet, ce jeune homme charmant, qui est un administrateur de Terre de Liens, mais qui est également conseiller laitier chez Bio Hauts-de-France, donc c'est double compétence, hein, double engagement. Nous avons également Robert Lévesque, donc on a dû attendre, mais pas de sa faute, qui est président d'Acter, on verra tout à l'heure ce que c'est, et ancien directeur de la SCAFRE Terre d'Europe, qui est le bureau d'études de la SAFER nationale. Et nous devrions avoir, comme dernier intervenant, si nous le retrouvons, il est chez lui, oui, il est parti dormir, non je pense pas, Patrick Piriou, qui est chevrier et qui est membre de Paysannes en bio, même si c'est un garçon, et donc qui nous accueille, et Paysannes en bio étant notre partenaire pour cette soirée. Donc effectivement, pourquoi on vous a invité, pourquoi on vous a proposé cette soirée? Parce que nous, à Terre de Liens, et on est comme nous tous ici, hein, même si vous n'êtes pas membre de Terre de Liens pour certains, nous sommes des citoyens, nous sommes des consommateurs, des habitants soucieux de notre cadre de vie, des paysans. Mais tout ce qui nous réunit, c'est que nous sommes tous des consommateurs, c'est-à-dire que nous avons envie d'être acteurs de notre vie et attachés à la protection de la terre, à une forme d'agriculture paysanne pour faire vivre nos territoires. Pas seulement pour qu'il y ait de la production, mais pour qu'il y ait de la vie biologique et de la vie humaine. Nous sommes solidaires des porteurs de projets dans leur démarche pour s'installer. Et même dans notre Avesnois, si nous avons l'avantage d'avoir encore une agriculture active, comment prouve ce marché, nous sommes un territoire envié à l'échelle des Hauts-de-France, hein, 9% de notre surface utile agricole, peut-être que tu vas me dire que c'est plus maintenant, en bio, territoire pilote eau et bio. Nous avons la chance d'avoir un parc depuis de nombreuses années, une bonne collaboration de tous les acteurs autour du parc. Mais malgré tout, on constate que ce n'est pas forcément évident pour s'installer dans notre territoire. Et Mathieu qui est là, il y a les autres paysans qui étaient là tout à l'heure, peuvent tous en parler, et ceux qui ne sont pas installés, encore plus évidemment. Et puis il y a d'autres problèmes quand même dans notre territoire au-delà de ça. C'est qu'il y a des évolutions. Nos paysages, c'est un peu inquiétant, il y a des modes de cultural qui évoluent. On voit le développement, par exemple, de la pomme de terre. On voit des agrandissements de fermes qui contribuent à la désertification de nos villages. Et on voit l'artificialisation des sols. Bon, artificialisation, on est aussi responsable, hein. On veut du boulot, on veut des transports, on veut des services, on veut être bien logé. Et ça se fait toujours au détriment de l'agriculture, malheureusement. Et donc des surfaces agricoles. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc voilà, c'est pour mieux comprendre tout ça, ce qui génère ces difficultés, et à quelles conditions on pourrait avoir dans une nouvelle loi foncière des petites choses qui nous permettraient de nous faciliter la vie à tous et de maintenir ce qui nous tient à cœur, que nous avons souhaité ce débat. Bon, alors, pour des problèmes techniques, hein, on est beaucoup, on va faire une large place à la prise de parole. On vous proposera toujours de nous donner des petites recettes. Hein. L'idée, c'est que Madame Catelot, là, est un petit peu notre otage. Hein. Elle l'a accepté, donc c'est très bien. Pour qu'elle porte notre parole, nos propositions, et qu'on puisse élargir la réflexion des uns et des autres et de nos élus. Donc, je vous propose de prendre des petits post-it. Alors, il y a des roses pour aller sur un sens interdit,
des bleus pour aller sur une flèche qui va vers le haut. Et comme ça, au fur et à mesure, si vous avez des idées, tant qu'on parle et que vous n'avez pas le temps, et pour pas être frustré en levant le bras et puis pas être... Ou si un peu trop loin, on ne vous voit pas tout à l'heure, ou un peu trop timide, puisqu'il y a une dame tout à l'heure qui me dit « Mais moi, je ne sais pas prendre la parole en public », vous n'osez pas le prendre, ben vous pourrez quand même nous dire surtout ce qu'il ne faut pas faire en rose, et surtout ce qu'il faudrait faire en bleu, et en sortant les déposer. En parallèle, Alice nous fera un compte-rendu en direct de ce que vous direz pour qu'effectivement on vous dote bien d'une liste de courses pour l'avenir. Donc voilà, si tu veux bien les ouvrir et commencer la distribution, ça m'arrangerait bien. Donc je vais laisser la parole à Madame Catelot, mais avant, je voudrais partager avec vous une citation d'Edgar Pisani, dans laquelle je me retrouve, mais je pense que je ne suis pas la seule. Beaucoup de membres du réseau Impact s'y retrouvent, alors que cette citation, elle a quand même 40 ans. Alors c'est pas de moi, ça serait trop beau pour que ce soit de moi. J'ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique, et qu'une bonne dose d'ingéniosité suffirait à le résoudre. J'ai lentement découvert qu'il était le problème le plus significatif qui soit, parce que nos définitions, nos pratiques foncières fondent à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir. Ils façonnent nos comportements. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je crois que c'est quelque chose où on peut toujours penser à ce grand homme pour l'agriculture. Et maintenant, je vous passe la parole, Madame la députée. Merci beaucoup Anne-Marie, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais faire court parce que je pense qu'on va chacun avoir un petit temps de présentation, mais l'idée est vraiment après de pouvoir échanger avec vous, vous répondre, essayer de répondre en tout cas à vos sentiments, vos idées, vos réactions, peut-être à nos présentations également. Alors je suis députée de la circonscription voisine de Mekini, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis issue de l'Avesnois, je connais assez bien ce territoire et en fait je me suis toujours intéressée aux questions agricoles depuis mes études et ma formation et ensuite à la vie professionnelle puisque j'ai fait un mémoire sur la réforme de la PAC et son verdissement il y a déjà quelques années et ensuite j'ai rencontré en fait Terre de Liens qui est une structure magnifique à l'occasion d'un projet européen que je menais entre la France et l'Angleterre sur le système, comment on peut avoir des systèmes économiques viables basés sur une économie de proximité dans tous les domaines, à la fois valoriser le tourisme, la restauration collective, etc. Et d'y mettre en fait en plus une réflexion de foncier et d'aménagement global du territoire. Et on avait des territoires très variés, de l'urbain comme Caen, l'arrondissement de Caen, du rural comme les Côtes d'Armor, voilà. Et également des territoires anglais où on sait que le prix de la terre est encore plus élevé qu'ici en France. C'est à peu près l'équivalent peut-être de ce qu'on peut retrouver sur la Belgique, les Pays-Bas. Et en plus avec des cultures du foncier très différentes, d'autres où il y a plus de propriétaires et un système de fermage qui ressemble à ce qu'on a ici davantage aussi en Angleterre. Voilà, c'était ça ma rencontre. Et en fait, depuis un an, je ne vais pas vous détailler la bataille parce que je pense que... Je voulais juste vous dire que beaucoup de personnes, et ça c'est depuis peut-être 5 ans, ça y est que ça émerge vraiment, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le monde agricole, qui ne sont pas forcément dans des mouvements politiques qui ont poussé aux fesses les élus d'il y a 10, 15 ans, déjà 20 ans. Et bien maintenant, en fait, on sent qu'il y a on en parlait tout à l'heure, c'est plus un frémissement, ça commence à bouillonner vraiment. Les gens s'intéressent de plus en plus effectivement à ce qu'ils consomment et à l'impact global de leur acte de vie, de consommer, de se déplacer, etc. par rapport à la terre. Et c'est bien de dire ça, c'est bien de parler du renouvellement des paysans, mais je suis d'accord avec Edgar Pisani, il faut s'interroger sur notre choix de société, notre choix de vie, mais en fait, pour y arriver, notre société démocratique, elle se fonde aussi sur des règles. Et ces règles, je les vis depuis un an de députation, c'est la loi, c'est les règlements, c'est l'exécution après des lois. Et en fait, ces règles-là, elles nous aident justement à réguler. On le voit bien, il faut bien les concevoir, il faut qu'elles répondent aux besoins du territoire, mais il faut bien les concevoir
parce que y a des spécialistes pour justement arriver à les contourner. Déjà en 2014, il y avait de très bonnes volontés parce qu'il y a du boulot de fait déjà ces dernières années. Il y a du bon boulot de fait à l'époque dans le ministère de Stéphane Le Foll, celui-là, un autre Stéphane, de l'Ouest aussi. Et en fait, j'ai pu remarquer là récemment dans quelques rendez-vous de terrain que tout n'y était pas prévu. Et que, par exemple, il est encore compliqué quand on a de la transmission d'exploitation, familiale ou autre, eh bien parfois le propriétaire a encore un peu le choix quelque part sur qui il veut avoir après en locataire. Et on a déjà vu malheureusement après des démantèlements de terres se faire parce que dans la transmission, le propriétaire a fait un peu ce qu'il voulait, etc. Donc il y a encore je pense des régulations à faire de la terre. Il y a une mission sur le foncier agricole qui a démarré en janvier dernier. Un de mes collègues qui est rapporteur de cette mission, Dominique Potier, devait être là ce soir. Un collègue de l'Est, il n'a pas pu être là. Mais donc il est avec une autre de mes collègues du Sud, Anne-Laurence Pétel, rapporteur sur ce sujet. Pourquoi est-ce qu'ils bossent en ce moment? Ils sont allés faire vraiment l'étude voilà, comment fonctionne le foncier agricole en Europe, dans d'autres pays. On allait comparer en Angleterre, en Allemagne, dans des territoires du bassin méditerranéen. Essayer de revoir un peu notre relation à la terre, comment est-ce qu'on peut mieux la réguler, et essayer même de voir justement ces instances de régulation. Je pense que ceux qui connaissent bien la SAFER expliqueront et font peut-être leur autodiagnostic, parce que finalement on entend tous, et notamment même des gens qui sont extérieurs au monde paysan, qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air de fonctionner correctement dans ces mécanismes, et que finalement justement ce renouvellement générationnel, on bute un peu contre un mur. Il y a un mur prix, mais il y a un mur aussi de mécanique et quand même d'entente dans le monde agricole qu'il faut entendre justement. Voilà, donc j'espère qu'au contraire on va être un peu sans tabou. Moi ce que j'attends aussi de ce moment-là, c'est que vous me fassiez des retours, qu'on n'hésite pas à échanger, mais aussi dans les suggestions que vous ferez même sur les post-it, de ne pas hésiter à être hyper précis, à parler de ce qui se passe chez votre voisin, chez votre tante qui est exploitante agricole, chez quelqu'un dont vous avez entendu parler parce que vous lui achetez des produits, etc. N'hésitez vraiment pas. C'est comme ça qu'en fait on fera vraiment avancer les choses, parce que la loi elle est censée ressembler à ce qu'il y a sur le terrain. Et voilà, c'est ce succès-là, c'est-à-dire avoir un mécanisme qui fonctionnera, c'est vraiment grâce à vous, tout simplement. Et j'interviendrai à la fin pour plus de détails. Je vous remercie. Merci. Dimanche, si vous voulez, on vous présentera un des outils qui avait été développé dans ce projet européen, puisque sur le stand de Terre de Liens à la Fête du Lait, on aura le convertisseur alimentaire. Et c'est assez intéressant de voir ce que l'on pourrait, dans un monde idéal, il faut être réaliste, il y a aujourd'hui d'autres agriculteurs, une autre agriculture, et on a besoin d'une pluralité. Mais qu'est-ce que ce serait une agriculture paysanne sur nos territoires? Ça donne des indicateurs. Juste un petit mot, en fait, ça a été développé par Terre de Liens Normandie, à l'époque où je coordonnais ce projet européen, et l'idée était d'arriver à démontrer en matière de développement économique le nombre d'emplois que ça crée. En fait, si on relocalisait à 100%, on a essayé d'imaginer, mais au moins sur la restauration collective et une partie de la restauration privée, toute l'alimentation d'une agglomération. Et en fait, c'était un outil de prise de conscience pour les élus, en fait, d'essayer de voir finalement quel pouvoir ils avaient finalement à portée de doigt s'ils décidaient d'avoir des actes courageux. Merci. En indication pour les Hauts-de-France, si on relocalisait vraiment et on faisait ce genre de choses sur 20%, parce qu'il ne faut pas rêver, on ne peut pas le faire sur 100% quand même, ça fait plus de 2000 emplois, et c'est vraiment la fourchette très basse. Donc nous sommes aussi, en étant des consommateurs, des créateurs d'emplois. Alors je suis désolée, Patrick, il veut pas. Il est occupé, c'est peut-être un blocage, mais bon, on l'aime tous et on va lui pardonner. Dominique Potier, dont Anne-Laure nous a parlé, n'est pas là physiquement, mais nous le retrouverons tout à l'heure sur le mur, parce qu'il est en commission à l'Assemblée sur la PAC. Et donc, il n'avait pas le nom d'ubiquité, et en plus avec nos trains qui sont en retard, de toute façon, même c'était pas possible, il est en séance dans la soirée.
Donc je vais passer la parole à Bertrand. Bertrand, est-ce que tu acceptes de nous éclairer un petit peu plus que ce que je l'ai fait sur les réalités du territoire de l'Avesnois dont tu es témoin, sur ces problématiques foncières et agricoles, un peu sur notre action, quoi, sur le territoire, mais aussi surtout sur qu'est-ce qu'est l'agriculture dans notre territoire. Merci. Oui, alors je vais m'essayer à l'exercice. Je suis peut-être pas le mieux à même de le faire, hein. Il y a plein d'observateurs de l'Avesnois ici dans la grange qui seraient capables de le faire. Oui, mais au moins aussi bien comme que tu es moi. le responsable du groupe local de l'Avesnois, Je m'y colle. Interdolien, voilà, c'est pour ça que tu as été désigné volontaire. Donc, l'Avesnois, d'abord, c'est un territoire auquel on est tous attachés, j'imagine, ici, parce que c'est un paysage particulier, avec, vous savez, découpé en deux parties. La partie plus au nord, le Hainaut, et le sud en Thiérache, avec des prairies, plus ou moins de prairies. Plus on va vers le sud, plus il y a de prairies, et aussi ce bocage et ces pommiers qui sont un peu en disparition, mais qui restent malgré tout dans la culture locale. Et ça me parle en tant que Normand. C'est peut-être pour ça aussi que je me sens bien dans cet arrondissement. Et c'est un territoire qui est particulier aussi à l'échelle de la région, qui est très atypique par rapport au reste de la région, qui est très tourné vers les grandes cultures. Vous le savez tous, ici, on est sur un territoire avec beaucoup d'élevage bovin lait d'ailleurs essentiellement. Alors, il y a des grandes tendances qui sont de longue date amorcées dans le territoire. C'est pas particulier à l'Avesnois, mais on a une érosion du nombre de fermes, hein. Si j'ai regardé les chiffres un petit peu du SCOT du territoire de l'Avesnois, on a 81 000 hectares de SAU en 2010, donc peut-être encore moins aujourd'hui. Une érosion de cette surface agricole due à la ville, due à l'extension de la ville en partie. Un nombre de fermes qui a fortement diminué. On a un peu plus de 1000 fermes peut-être aujourd'hui sur le territoire de l'Avesnois, alors qu'il y en avait encore 2000 en l'an 2000. Donc une division par deux. Et puis le nombre d'emplois également, le nombre d'unités de travail sur l'Avesnois a aussi été divisé par deux en 20 ans. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a des fermes qui sont de plus en plus grosses. Au niveau de l'élevage laitier, ça se voit très bien. Un nombre de vaches finalement qui n'a pas tellement diminué, donc ça veut dire que c'est des fermes de plus en plus grosses, avec aussi des structures sociétaires beaucoup plus qu'avant, alors qu'avant on était sur des fermes individuelles, donc des exploitants avec leur famille, et maintenant on a peut-être plusieurs familles sur la même ferme. Ça veut dire aussi que c'est des structures de plus en plus importantes et difficiles à transmettre. Alors la concentration de la production, ça pose des problèmes. Moi je le vois très bien quand j'accompagne des agriculteurs qui veulent passer en bio. Et bien en fait on se retrouve avec beaucoup de vaches au même endroit, et du coup des parcelles de prairies accessibles qui diminuent, et à l'inverse des prairies qui sont éloignées des corps de ferme, qui ne sont pas accessibles aux animaux et qui on met un petit peu la pression. Certains éleveurs voudraient labourer davantage ces prairies pour en faire des cultures. Donc l'agrandissement a des conséquences assez lourdes sur l'organisation des fermes et sur la façon dont on peut produire du lait, de moins en moins avec de l'herbe et peut-être de plus en plus avec des cultures comme du maïs. Et puis on a aussi des fermiers qui sont un peu en difficulté. L'élevage depuis des années, c'est pas toujours évident. C'est pour ça aussi que on a du succès avec la bio, parce que c'est un moyen de se sortir de ces difficultés et d'aller de l'avant. Alors ça a des conséquences sur des fermes laitières qui arrêtent le lait, qui commencent à faire plus des vaches allaitantes, voire des céréales. Et puis ces difficultés-là, Marie en a parlé tout à l'heure, ça peut pousser aussi à aller chercher des solutions au travers de la sous-location de terre, par exemple, pour faire des pommes de terre avec des partenaires français ou belges. Et puis l'Avesnois, c'est aussi une terre ou une surface où, même si on trouve que le prix des terres augmente fortement par rapport à notre environnement, par rapport au reste de la région, par rapport
à nos voisins belges, on reste beaucoup moins cher et du coup, des agriculteurs qui sont à qui on va reprendre des terres pour l'urbanisation ailleurs dans la région, mais aussi en Belgique et aussi en Hollande, trouvent ici dans l'Avesnois des terres relativement bon marché par rapport à leur situation initiale. Et c'est des gens qui viennent pas toujours avec la culture de la TRH. Ils voient pas forcément l'intérêt des mares, des haies qui entourent nos parcelles. Et puis, la logique, c'est peut-être des fois de tout raser pour mettre des cultures de vente ou de la pomme de terre. Donc on voit toutes ces pressions qui viennent de l'extérieur et aussi ces difficultés qui sont inhérentes à l'élevage, qui font que on a un tableau qui n'est pas très joyeux. Mais moi, ce que j'observe et qu'on ne voit pas malheureusement aujourd'hui dans ces chiffres à l'échelle de l'arrondissement, c'est qu'on a quand même une forte évolution de la bio, avec des surfaces qui ont été multipliées par 3 ces 10 dernières années. On disait on arrive à presque 9000 hectares en bio sur l'arrondissement et presque 10% des fermes, même plus que 10% des fermes de l'arrondissement qui sont en bio aujourd'hui. Donc on a une situation qui est supérieure à la moyenne régionale et même à la moyenne nationale. Donc c'est tout à fait atypique, encore une fois, par rapport aux autres régions qui sont au nord de Paris. Donc il faut, je pense, s'appuyer sur ces nouvelles dynamiques, même si on ne les voit pas dans les chiffres, puisque les tendances lourdes se poursuivent. Il faut penser au rebond qu'on peut avoir au travers de toutes ces nouveautés. Après, ce que je voulais dire aussi par rapport à la problématique foncière, donc la bio, ça se fait par des conversions, mais aussi par des installations. Et c'est là que ça reste un petit peu difficile, même pour des surfaces restreintes, de trouver des terres libres d'occupation pour s'installer. Voilà, mais voilà, je pense que j'ai à peu près dressé le tableau comme je pouvais le faire. Merci Bertrand. Monsieur Carlier, vous représentez la SAFER et j'ai envie de vous interroger et que vous nous expliquiez, vous nous permettiez de mieux comprendre. À la fois, on a vu qu'on était sur un territoire de location principalement, donc on a des ventes, on a du droit d'usage, du foncier, puisque quand on loue, c'est pour pouvoir faire. On voit qu'il y a peut-être un usage qui est aussi fait par d'autres que ceux qui en ont le droit, quand on commence à parler de sous-location. Donc ça complexifie les choses, ça complexifie le paysage de l'accès à la terre et sûrement le rôle de la SAFER. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette problématique, vous qui êtes un acteur, qui agissez, qui accordez le droit de produire, quoi, et de s'installer. Vous n'êtes pas Dieu le Père, je sais. Oui, bon. Si c'est trop fort, vous me le dites. Oui, donc tout d'abord, de préciser quand même que je suis avant tout un agriculteur. Voilà, donc je suis un éleveur laitier à Cartigny, à côté d'Avesnes, sur une exploitation avec 75% d'herbe. Voilà, donc je pense que c'est essentiel de le repréciser. Et de préciser aussi que je suis aussi président d'une association de développement et qui s'appelle la DART et qui travaille sur l'herbe en priorité et qui aussi travaille sur l'accompagnement d'émergence de projets. Émergence de projets tels que toute la réflexion qu'il y a actuellement autour de l'approvisionnement local de la restauration collective. Voilà, donc pour vous situer un petit peu mon état d'esprit. Alors c'est vrai que j'ai pris des responsabilités au niveau de la SAFER et c'est vrai que
En fait, avant, globalement, le foncier, c'était relativement simple, hein. Ça se vendait, ça se louait. La SAFER pouvait intervenir en cas de vente. Pour les locations, eh ben, il y avait un contrôle des structures qui fonctionnait, qui fonctionnait relativement bien. Et au fil des années, tout ça s'est complexifié. Le contrôle des structures, il a été démantelé petit bout par petit bout. Bon, aujourd'hui, certains voudraient carrément le supprimer pour faire des économies. Voilà, donc, et sur l'aspect achat de foncier, ça s'est aussi très complexifié. Parce que, en fait, il y a des façons d'exploiter le foncier qui ont complètement changé. Hein, aujourd'hui, ce qu'on constate, et Bertrand l'a dit tout à l'heure, c'est l'explosion des formes sociétaires. Donc à la fois des formes sociétaires pour exploiter le terrain, donc c'est des associations d'hommes, mais c'est aussi des associations financières. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui l'apparition, alors pas dans le secteur avesnois, mais dans certains secteurs, l'apparition de holding, hein, qui regroupe à la fois une société d'exploitation, une société qui détient le foncier sous forme de SCI, une société d'entreprise agricole, de travaux agricoles. Donc ça devient fou, et les moyens juridiques pour intervenir sur ces cessions de terres à l'intérieur de sociétés sont difficilement accessibles aux SAFER. Voilà, donc on est en train de réfléchir à tout un tas de propositions qu'on pourrait faire aux législateurs pour améliorer cette situation-là. Et on est dans cette logique de mieux, comment dire, réguler. Hein. Je pense que, et malheureusement, je pense que pour réguler, il faut qu'on envisage toutes les possibilités, parce que, vous l'avez dit, il y a des façons détournées d'appréhender les choses, hein. Parce que donc il y a accéder au foncier, c'est l'achat, ça peut être la location. On voit apparaître le travail à façon intégrale, hein. Ça c'est une chose qu'on commence à voir apparaître. Et le dernier, je l'ai oublié, je vais le retrouver. Les parts de société. Voilà, c'est ça, les parts de société. Où globalement, aujourd'hui, on maîtrise, même si depuis la dernière loi, on a la connaissance des transferts de parts de société, mais on n'a aucun moyen d'action sur ces transferts de parts de société. Si on vous l'ayez. Voilà, tout à fait. Alors, sur le... voilà, planter un petit peu le décor, hein, sur le constat... donc tout ça, on aboutit à des problèmes de transmission d'exploitation qui sont de plus en plus difficiles. Il y a aussi la problématique de l'accès au foncier parce que je pense que quand on regarde la pyramide des âges des agriculteurs, bon, c'est vrai pour toute la France, mais c'est aussi vrai pour le territoire. Si on se projette à 10 ans, il y en a beaucoup, peut-être pas parmi nous, mais beaucoup sur le territoire qui sont plus là, quoi. Et quel avenir on donne à ces exploitations qui vont être à transmettre si on n'a pas un projet de territoire qui permette de répondre à ces problématiques qui sont posées par la société, hein, et à ces, j'allais dire, néo-agriculteurs qui ont des projets, qui portent des projets, et qui, aujourd'hui, ont du mal à accéder à la terre. Voilà, donc... qu'est-ce que j'ai oublié? Parce que essayer d'être assez complet. Si, aussi, en fait, ce qu'a évoqué Bertrand, qui est valable pour toute la France, c'est que le fait de l'agrandissement des exploitations alors, a été rendu nécessaire globalement par la baisse des marges sur certaines productions, mais l'envers du décor, c'est que ça aboutit aussi à une simplification des systèmes. C'est-à-dire qu'on a plus la taille d'exploitation augmente, plus la valeur ajoutée à l'hectare baisse.
C'est-à-dire qu'on perd de la valeur ajoutée, on perd des hommes et on perd de la valeur ajoutée. Voilà, donc ça c'est un point important et qui... Donc j'ai posé la question du renouvellement des générations là, pour les 10 ans à venir, c'est un point crucial. Et dernier point, sur le territoire, en fait, quand Bertrand a posé le schéma du territoire, globalement, on est arrivé à une spécialisation très importante du territoire dans le secteur laitier et on a perdu aussi des compétences. C'est-à-dire, avant, on faisait du porc sur le territoire, il n'y a quasiment plus de porc. On faisait un peu de tout. Et ces compétences-là, elles ne sont plus là. Donc, il faut à la fois reformer des gens. Mais si on veut répondre à la logique du marché local, hein, moi, c'est ce que je vis au niveau associatif, c'est que si on veut répondre à l'approvisionnement de la restauration collective, ben, on n'a pas assez de maraîchage sur le territoire. On n'a pas assez, même des produits laitiers transformés, on n'en a pas assez. Voilà, donc il y a toutes ces problématiques-là. Donc il y a des possibilités de développement, de valeur ajoutée sur le territoire par la demande du consommateur, par la demande de la restauration collective, par la volonté politique qui se met en place. Voilà, donc c'est des atouts importants. Je vais me permettre de vous demander une petite question, parce que je pense qu'il y a des petits problèmes peut-être de compréhension pour les non-agriculteurs. C'est que vous nous disiez peut-être simplement ce que la SAFER fait, parce que là vous nous avez expliqué le panel, et pour vous, et pour ceux qui sont dans le domaine, on comprend bien, mais sur ce quoi aujourd'hui la SAFER peut agir, et même sur quoi nous sommes partenaires, puisque effectivement la SAFER des Hauts-de-France est quand même une SAFER très engagée, puisque nous allons renouveler notre convention de partenariat. On entend parfois que les SAFER, c'est des gros méchants parce qu'ils ne veulent pas tout faire. Non, c'est des gens qui ont un cadre pour travailler, un cadre très contraint qui essaie, donc que ce soit tous les administrateurs, tous les membres de la SAFER, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient élus ou qu'ils soient représentants de la société. Il y a une vraie volonté, les techniciens de la SAFER font des choses intéressantes, mais je voudrais vraiment que vous nous précisiez le cadre. Alors, oui, donc le cadre historique des SAFER, c'est l'arme de dissuasion massive, c'est-à-dire c'est le droit de préemption. Donc le droit de préemption, c'est-à-dire c'est la possibilité à la SAFER de se substituer à un acheteur quand on considère que c'est pas le bon acheteur et qu'il porte pas le bon projet. Voilà, donc ça c'est l'arme de dissuasion massive qu'en fait on n'utilise pas beaucoup. Hein. À ça on peut adjoindre le fait qu'on est en capacité de faire une révision de prix, c'est-à-dire que on voit de temps en temps des terrains qui cherchent à être vendus, souvent en proximité de ville, donc à 20 000, 30 000, 50 000. J'ai vu des terrains à 100 000 euros, des terres agricoles. Voilà, donc là, on a la capacité de faire ce qu'on appelle une préemption avec révision de prix. Voilà. Alors ça a ses limites, puisque le vendeur peut retirer le bien de la vente et ne pas accepter la contre-offre de la SAFER. Voilà. Alors, je vous dis que c'est une arme de dissuasion massive, donc on l'utilise quand on en a besoin, mais on ne l'utilise pas non plus à tort et à travers. La majorité du travail que l'on fait, c'est du travail de relations amiables, c'est-à-dire qu'on essaie d'acheter des biens pour pouvoir les orienter. Parce que donc, l'accès au foncier, c'est à la fois l'achat du bien, c'est aussi l'orientation. Et pour acheter le bien, il faut que ce soit transparent. Il faut qu'il y ait une transparence aussi sur les biens qui sont à vendre. Voilà. C'est les trois triptyques. Donc la majorité du travail que l'on fait, c'est d'essayer d'acheter les biens à l'amiable pour pouvoir les orienter. Alors comment l'orientation est faite ? En fait, donc je suis président du comité technique du département du Nord. On se réunit globalement tous les 6 semaines pour examiner donc les dossiers éventuellement de préemption et les dossiers d'attribution. Il y a autour de la table toutes les obédiences syndicales, la Chambre d'agriculture, les collectivités,
les banques, la MSA, qui j'ai oublié, la SAFER, bien sûr. Voilà, donc globalement sur le département du Nord, ça fait une quinzaine de personnes en responsabilité d'orienter les terrains. Alors on est contraint par une réglementation, voilà, c'est clair. On est dans l'obligation de respecter. Donc ouais, il y a les 2 commissaires du gouvernement aussi dans le comité technique, c'est-à-dire les finances et l'agriculture. Et donc on est contraint de respecter un certain nombre d'obligations qui sont imposées par la loi, et on est contraint aussi de respecter le prix qui nous sont indiqués par les domaines. Alors c'est vrai que quelquefois sur le terrain, des agriculteurs nous disent vous voyez pas, c'est vendu à tel tarif, c'est beaucoup trop cher pour le territoire, il faut faire une préemption avec révision de prix. Et on ne peut pas toujours. Parce que les domaines nous disent non, c'est le prix de marché. Voilà. Donc c'est des problématiques que l'on rencontre quelquefois. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Si, merci. Voilà, ça a été... Si, j'ai oublié une chose importante. Et il y a un dernier point sur lequel on travaille là depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les intermédiations locatives. C'est-à-dire que globalement, on a la capacité de transmettre globalement une exploitation. C'est-à-dire à la fois des biens à la vente et à la fois des biens en location. Donc c'est-à-dire que la SAFER s'occupe de toute la relation entre les propriétaires des différentes terres de l'exploitant pour essayer de transmettre et de ne pas démanteler une exploitation. Voilà. C'est pas toujours évident. Et là, on a, si vous voulez, on a un peu moins de pouvoir d'orientation. On émet simplement des ordres de priorité, sachant que le choix final incombe toujours au cédant. Voilà. Merci beaucoup. Après cette présentation, effectivement, d'où on en est aujourd'hui et du possible, puisque la SAFER, c'est quand même l'élément possible, d'un petit peu notre contexte, on vous propose d'écouter le message de Dominique Potier pour bien voir au niveau national, puisqu'on a vu principalement au niveau régional et local ce qu'il en était, mais quels sont les problèmes et la réalité du foncier en France et ce sur quoi la Commission voudrait orienter les propositions. Un grand bonjour à Terre de Liens et un grand salut à l'initiative que vous avez pris d'organiser un colloque, un forum sur le foncier. C'est un sujet qui monte chez vous, qui monte partout en France, et je voudrais vous passer un premier message, c'est un sujet qui monte partout dans le monde. La question de la terre, dans les 3 sens du terme, la terre comme matière organique, l'humus, la terre comme la parcelle, mon bout de terre, mon bout de territoire, et puis le mot terre également comme nom de la planète, souffre finalement de 3 fragilités importantes. La première, c'est celle de l'accaparement des terres. Logique spéculative, c'est substituer à la logique traditionnelle d'un équilibre entre le capital et le travail. Et nous observons partout ici des premières menaces qui sont significatives en Europe et en France, mais à l'échelle du monde, savoir que l'accaparement des terres, c'est une cause de misère et de violence, nous le dit l'ONU, qui est supérieure aux guerres aujourd'hui sur la planète. C'est un enjeu, bien sûr, d'appauvrissement des sols. Et nous savons qu'un sol de qualité, notamment 4 pour 1000 d'humus, c'est un quart de la résilience climatique sur la planète. Or, les changements d'usage du sol, notamment dans des pratiques de monoculture ou dans des pratiques agronomiquement moins vertueuses, c'est une dégradation du climat et c'est une moindre résilience au changement climatique qui est le fait majeur du siècle. Le troisième point important, qui est plus connu et plus populaire, c'est celui de l'artificialisation des terres. C'est une urbanisation désinvolte, oublieuse de nos biens communs, qui grignote chaque année une part de notre souveraineté alimentaire et de notre réserve de biodiversité. Face à ces 3 phénomènes, un peu partout, des forces se mobilisent dans le monde. Pour notre part, il y a quelques années, à partir du groupe socialiste, mais avec des députés de toute sensibilité, des centristes, quelques républicains, des communistes, nous avions créé un groupe de travail qui avait interpellé le gouvernement, inspiré une partie de la loi d'avenir agricole
et déposé ensuite, notamment grâce à l'affaire dite des Chinois de l'Indre, déposé un projet de loi. Ce projet de loi s'est heurté au Conseil constitutionnel et a échoué par une censure sollicitée par 60 députés républicains. Notre projet a échoué à réformer durablement le droit des sociétés, qui est un des facteurs les plus aggravants de ce phénomène d'accaparement des terres et d'appauvrissement des sols. Nous avons échoué parce que la Constitution protège la propriété et la liberté d'entreprise, mais elle crée une hiérarchie qui est défavorable au bien commun, et nous devrons un jour réussir à réformer cette Constitution pour des bonnes raisons et pour préparer l'avenir des générations futures. Dans l'attente, et pour ne pas démissionner de ce combat, nous avons obtenu de la nouvelle majorité une mission parlementaire qui est présidée par Jean-Bernard Sambastou, député En Marche, Anne-Laurence Pétel, également député En Marche, et une quinzaine de députés, certains peut-être, je crois, de votre région. Et ces députés ont fait un travail d'audition, de déplacement qui n'est pas achevé. La mission rendra son rapport, je crois, à l'horizon de mi-novembre, en tout cas avant la fin de l'année. Et cette mission jettera les bases de ce que nous espérons être une loi foncière pour la France, des préconisations en vue d'une directive européenne et des préconisations en vue d'un traité onusien qui réglemente les mouvements spéculatifs et qui privilégie les agricultures paysannes ici et ailleurs. Les pistes que nous explorons, c'est bien sûr une loi universelle qui s'applique tant aux entreprises coopératives, aux individus, aux exploitants agricoles au sens traditionnel, qu'aux sociétés qui ne doivent plus rester anonymes et qui doivent devenir transparentes et être dans une égalité de droit dans l'accès à la régulation du foncier. Nous explorons également la renaissance d'une puissance publique effective, avec des moyens humains, et peut-être une réorganisation des services pour que les forces actuellement dévolues tant aux SAFER qu'aux établissements publics fonciers, qu'aux régions et à l'État, à travers la réglementation issue de l'après-guerre, avec les lois de Tanguy Prigan et d'Edgar Pisani, puissent être rendues de façon plus efficace sur le terrain. Nous explorons une troisième voie qui est celle d'un portage citoyen et public qui diversifie l'offre et ne soit pas une alternative entre le portage patrimonial, familial, traditionnel et des portages spéculatifs. Il faudra peut-être pour ça créer des instruments financiers et accompagner le mouvement très vertueux suscité par Terre de Liens, mais qui ne peut pas à lui seul être une réponse à la hauteur des enjeux à l'échelle nationale, encore une fois, sans réforme fiscale, législative et mobilisation de l'épargne populaire et citoyenne, voire publique, au bénéfice du portage du foncier. C'est fondamental parce qu'il n'y aura pas d'agroécologie s'il n'y a pas de relève agricole. Et il n'y aura pas de relève s'il n'y a pas de politique foncière juste et de capacité d'investir au long terme dans un foncier dévolu à cette agroécologie. Pas d'agroécologie sans justice foncière, c'est certainement le combat politique qui me tient le plus à cœur aujourd'hui. Et la dernière voie que nous voulons explorer, c'est celle du rapport à la politique agricole commune. Est-il judicieux aujourd'hui d'allouer des aides européennes, qui sont des aides publiques, à des personnes qui sciemment ne respectent pas les règles de partage et de protection du foncier dans leur propre pays? Il y a là une distorsion éthique qu'il faudra résoudre. J'observe que ces propos ne suscitent pas de colère. Aidez-moi, que les temps sont mûrs pour qu'une régulation des aides publiques vienne accompagner cette régulation absolument indispensable du marché du foncier. Je suis absolument convaincu qu'une régulation du foncier sera au service d'une nouvelle prospérité. Si nous organisons une relève agricole, ce sera une plus-value économique, une plus-value sociale et une plus-value écologique. Le scénario contraire est catastrophique, c'est un appauvrissement des sols, un appauvrissement de nos espaces ruraux, et c'est une perte de valeur économique de la ferme France. Or, aujourd'hui, comme le disait le grand Edgar Pisani, ici, comme au Togo, à Madagascar et au Guatemala, on a besoin de tous les agriculteurs du monde pour nourrir le monde. Merci. Bon courage, bonne réunion, et à votre écoute pour le compte-rendu de cette mission foncière d'ici la fin de l'année ou en 2019. Bravo pour votre mobilisation, bravo pour vos combats, vous avez ouvert le chemin. Il nous appartient comme députés de créer les conditions d'une loi nouvelle, une loi à la hauteur de cet enjeu au XXIe siècle. C'est vrai que c'est assez encourageant et c'est aussi assez inquiétant.
Robert Lévesque, c'est à toi maintenant que je vais m'adresser. Tu es président d'Acter. Alors bon, je vais vous dire ce que c'est. C'est une association pour une meilleure gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles. À plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion de travailler Terre de Liens avec Acter au niveau national, mais aussi en Nord-Pas-de-Calais, puisque nous avons, avec Acter et avec toi, dans tes anciennes fonctions à la SCAF, donc notre partenariat avec la SAFER, il va quand même assez loin, travailler sur la problématique du pas de porte, parce que c'est quand même quelque chose qui est important, et vu les retraites, c'est un peu logique qu'il y ait ce jeu, mais on avait besoin de comprendre, parce qu'il y a très peu de travaux qui ont été faits, et de faire éventuellement des propositions pour une évolution. Et ça, nous avons eu un joli partenariat. Vous trouverez les résultats de cette étude, d'ailleurs, sur le site national de les affaires. Voilà. Maintenant, Dominique Potier a fait état de 3 grandes fragilités de la Terre. L'accaparement. Et on voit que l'accaparement, on en parle beaucoup à l'étranger, on en parle beaucoup loin, mais on a aussi des formes d'accaparement avec les sociétés, avec des choses où on ne sait plus très bien qui aura l'usage de la terre chez nous, avec l'appauvrissement des sols, la monoculture et des choses sur lesquelles on est encore à peu près préservé dans notre territoire, mais pas partout en France, et ça pourrait nous arriver très vite. Et quelque chose dont on n'est pas préservé plus qu'ailleurs, c'est l'artificialisation. On en a tous besoin, mais ça existe. Donc nous sommes témoins en Avesnois de ces fragilités, nous y travaillons, nous agissons tous ici, mais on a besoin de tes éclairages, tes constats pour introduire notre débat et pour aller un peu plus loin, quoi. Donc si tu peux nous recadrer tout ça pour nous aider ensuite à faire vraiment nos propositions. Donc c'est notre dernier intervenant et ensuite ce sera à vous, donc je vous invite vraiment à prendre vos petits papiers et à voir ces éléments. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bon, globalement, je partage l'analyse que Dominique Potier a pu exposer. Donc on voit bien qu'il y a 2 parties. Il y a une partie, disons, partager la terre, et une autre, préserver la terre en quantité et préserver la terre en qualité. Alors je ne sais pas, oui, il y a un petit problème là. Bon, avant d'aborder ces 2 sujets, préserver et partager, je voudrais simplement rappeler que les fonctions fondamentales des espaces naturels, agricoles et forestiers, les fonctions des espaces où se développent les végétaux. Ces espaces ont bien sûr une fonction de production et notamment de biomasse alimentaire. Ils stockent également du carbone. Une terre arable stocke 50 tonnes de carbone, une prairie 80 tonnes. Et puis ce sont des terres et elles stockent de l'eau. Et ça, c'est important, notamment pour faire face à des périodes de sécheresse, notamment. Et puis, ces terres stockent des éléments minéraux, notamment des phosphates, de la potasse, qui servent au développement des plantes. Et l'autre fonction que je citerai, c'est la fonction d'accueil de la biodiversité. Ces espaces agricoles, forestiers, c'est quand même le lieu de vie de la biodiversité. Alors, de la biodiversité remarquable, on en a souvent parlé, on a d'abord parlé de la biodiversité remarquable, et maintenant on parle beaucoup plus de la biodiversité ordinaire, des pollinisateurs, des vers de terre, et cette vie de biodiversité dans les sols sont fondamentales pour la production de biomasse, pour le stockage du carbone et pour la libération des éléments minéraux pour les plantes. Donc ces sols, on peut parler de bien commun pour ces sols. Tout le monde, tout être humain a besoin, bien sûr, de respirer, de s'hydrater, mais aussi besoin de calories. Et c'est bien grâce
à ces espaces végétaux. Alors, pour souligner l'importance de ces espaces, je rappellerai que 97% des calories que l'humanité consomme proviennent directement ou indirectement des végétaux terrestres. Les ressources marines procurent simplement 3% des calories consommées, ce qui veut dire que, et on ne peut pas espérer retirer plus de calories des ressources marines au risque d'épuiser les stocks. Donc, ça veut dire que l'avenir de l'humanité dépend des végétaux terrestres. L'autre point qui semble fondamental, c'est que la production agricole est quand même très très liée à la biodiversité. On connaît le rôle des pollinisateurs. Les pollinisateurs interviennent dans 75% des productions végétales. Et aujourd'hui, ça correspond à 35% de la production alimentaire. Mais c'est fondamental. On voit qu'on perd des oiseaux, on perd des insectes. Il faut absolument conserver cette biodiversité pour permettre une production agricole. Et puis l'autre point important, c'est que ces espaces naturels permettent de capter du carbone, bien évidemment. Donc on en a besoin d'une part pour lutter contre le réchauffement climatique et en même temps, plus on a de carbone, mieux c'est pour la production alimentaire, pour la production de biomasse. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que avec le réchauffement climatique signifie à partir des années 2020 que les rendements vont baisser à travers le monde. Globalement, il y aura plus d'endroits où il y aura baisse des rendements que d'endroits où il y aura augmentation. Donc, alors, dans la période 2010-2029, c'est presque équilibré, mais au-delà de 2030, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'endroits où les rendements vont baisser que d'endroits où les rendements vont augmenter. Et comme pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut absolument stocker du carbone dans les sols et dans les végétaux, notamment dans les arbres, ce qui veut dire qu'on ne peut pas imaginer de diminuer la surface forestière, de diminuer les arbres. Ce qui veut dire, grosso modo, je vais vite, il faut se contenter des espaces agricoles actuels pour faire face à la production alimentaire future. Alors que on mange ces espaces agricoles tous les jours avec l'imperméabilisation. Donc, rien qu'avec c'est important de partir du local, mais c'est aussi important de faire le lien entre le global et le local. Au niveau global, on voit bien qu'on est en manque d'espaces végétaux. Il nous faudrait plus d'espaces végétaux pour stocker du carbone dans les arbres. Il nous faudrait plus d'espaces végétaux pour la biodiversité. Il nous faudrait plus d'espaces végétaux pour stocker du carbone dans les sols. Et comme les rendements vont diminuer à cause du réchauffement climatique, les rendements des cultures, mais les forêts vont pas mieux se porter à terme. Elles vont aussi souffrir. Donc, on est vraiment au niveau de l'humanité. Et, je pense qu'il faut commencer à entendre les appels des scientifiques. L'an dernier, on nous dit qu'il faut absolument inverser la tendance en termes d'émissions de carbone. Ça veut dire, et on n'a plus qu'un an, 12 mois, 24 mois. C'est maintenant qu'il faut agir. Et donc, je voudrais souligner l'urgence à agir. Alors, ça, c'est pour les émissions de carbone, tout le monde est impliqué, que ce soit les agriculteurs, les paysans, les urbains, et tout le monde est impliqué. En ce qui nous concerne sur la gestion des espaces naturels, agricoles et forestiers, eh bien, une des mesures qu'il faut absolument prendre très rapidement pour un monde durable, eh bien, il faut absolument décider de l'imperméabilisation des sols le plus vite possible. Et ça, on ne peut pas concevoir un monde durable tant qu'on continue de détruire ce qui nous fait vivre finalement.
Et finalement, on ne peut pas imaginer un monde où tous les ans on continue à détruire jusqu'à la fin les forêts et les terres. Et on peut dire, au regard des équilibres, des grands équilibres, qu'on est déjà en manque d'espaces végétaux. Donc l'urgence, c'est vraiment, l'arrêt de l'imperméabilisation, c'est une mesure d'urgence. Ce serait une mesure de la transition écologique. Et ce serait aussi reconnaître qu'il existe des limites et que le toujours plus n'est pas toujours possible. Ça viendrait renforcer la sécurité alimentaire des Européens, parce qu'il faut savoir qu'on importe l'équivalent de la production de 20% des surfaces agricoles européennes en net. On importe l'équivalent de la production de 35 millions d'hectares, c'est-à-dire 20% de la surface agricole européenne. Et puis, ça permettrait aussi à la France d'être crédible dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, comme il faut aller vite, je pense qu'on peut aller très vite sur un autre graphique, un autre tableau qui parle, lui, non pas de la préservation des terres, mais de la concentration des terres. Alors, ça revient un petit peu en écho de ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc on peut dire que en Europe et en France, on a une diminution du nombre d'exploitations. Le nombre d'exploitations entre 1955 et 2010 a été divisé par 5 en France, mais cette concentration est continue. Entre 2000 et 2016, en gros, on a perdu le tiers des exploitations, mais on peut quand même remarquer des différences entre les différents types d'exploitation. Donc, pour les exploitations individuelles et les GAEC, qui sont, disons, le schématype des exploitations familiales, des exploitations paysannes, dans le sens où ceux qui détiennent l'exploitation, qui sont propriétaires des bâtiments, enfin des équipements, du matériel, du troupeau et tout ça, sont ceux qui travaillent sur l'exploitation. Donc ça caractérise bien les exploitations individuelles et les GAEC. Eh bien, ces exploitations ont diminué de 43% en nombre, et elles exploitaient 76% de la surface agricole en 2000, et elles n'en exploitent plus que 60% en 2016. Par contre, les EARL, qui peuvent être tout à fait encore répondre aux caractéristiques des exploitations familiales et autres. Dans les EARL, il peut y avoir jusqu'à 50% du capital détenu par des non-agriculteurs. Alors, ces EARL ont augmenté de 40% en nombre sur la période. Et aujourd'hui, elles occupent 28% de la surface contre 17% en 2000. Quant aux SCEA et OSA, là, il n'y a absolument aucun contrôle sur la détention, sur la propriété de l'exploitation agricole. Alors, la plupart des SCEA, des SA sont encore entre les mains des agriculteurs, mais il y a de plus en plus de SCEA, de SA, de holding maintenant, qui ont plus de 50% du capital de ces exploitations. Et donc là, en nombre, elles ont augmenté de 50%. Elles n'exploitaient que 7% de la surface en 2000, et aujourd'hui, elles en exploitent 12%. Et alors, je dirais que on voit déjà une forte... Enfin, ce tableau montre une image de la concentration des terres, mais je dirais que la concentration est encore beaucoup plus forte que cela, puisque vous avez des SCEA qui sont détenus par des holdings, justement, qui peuvent en détenir plusieurs. Et on avait fait une étude avec la SAFER de Haute-Normandie en 2016. Bien, on s'était aperçu que pour 48 exploitations sur le papier, 48 demandes de déclaration de surface pour avoir des aides européennes, eh bien, en fait, derrière, il n'y avait que 19 propriétaires d'exploitation.
Alors ça, donc la concentration est plus forte que ce que les chiffres officiels peuvent démontrer. Et puis, il y a ce qui a été dit tout à l'heure sur le travail à façon. Il y a des exploitations individuelles qui sont propriétés de personnes, d'agriculteurs qui peuvent arriver à la retraite, et au lieu de prendre leur retraite, eh bien, demande à une entreprise de travaux agricoles de faire l'ensemble des travaux de A à Z. Et aujourd'hui, on entend parler d'entreprises de travaux agricoles qui peuvent gérer 2000 hectares, voire plus. Et donc, c'est une forme, c'est pour détourner, entre autres, le statut du fermage. On peut considérer ça presque comme une sorte de métayage entre le propriétaire et puis l'entreprise de travaux agricoles. Mais quand on voit les rapports de force, au bout du compte, c'est peut-être l'entreprise de travaux agricoles qui a le plus de force, qui agit sur 2000 hectares par rapport à des propriétaires qui ont 50 ou 100 hectares. Ce n'est pas obligatoirement les petits propriétaires de 3 hectares qui sont partie prenante là-dessus. Donc la concentration des terres augmente d'une manière très vigoureuse, et les outils de contrôle, de régulation qui avaient été mis en place dans les années 1960 et 1962 ont de plus en plus de mal à faire cette régulation. Voilà ce que je peux dire tout de suite, puis j'interviendrai peut-être plus tard, mais pour illustrer l'état des lieux. Merci, Robert. Donc voilà, nous avons fait notre panel. Nous allons commencer le débat. Tu souhaites un mot de notre hôte quand même, parce qu'il était retenu en réalité. Je pensais qu'il était caché, mais non, il était retenu par un petit problème. Oui. Robert, il faudrait aussi quand même ensuite que tu nous parles des propositions, du cadre des propositions avant le débat. On va laisser voilà, Patrick, et ensuite tu pourras introduire. Bonsoir. Alors, mais je peux pas finir le débat, hein, c'est pas possible. Non, tu ne finis pas. Tu nous présentes un peu où on est, parce que tout le monde ne sait pas forcément, et un peu tes difficultés à toi pour t'installer, celles que tu as connues en termes de foncier, si tu en as connu. Bon, j'ai pas connu de difficultés au niveau foncière. Enfin, on n'a pas beaucoup parlé de sexualité ce soir. C'est un sujet. Mais moi, je voulais vous parler de la sexualité de mes boucs. Et voilà, chacun sa préoccupation. Le réchauffement climatique, je ne sais pas si c'est ça la cause, mais aujourd'hui, mon bouc n'a pas sailli mes chèvres, alors que l'année dernière, à la même époque, c'était déjà presque terminé. Est-ce que c'est le réchauffement climatique? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut lutter pour tous ensemble, pour l'agriculture paysanne, pour l'agriculture biologique. Et je suis très respectueux des anciens, nos amis les anciens qui faisaient de l'agriculture biologique bien avant les guerres, et après on l'a conceptualisé comme ça. Mais donc voilà. Donc je pense que c'est le débat et le combat de tout le monde d'une agriculture paysanne, une agriculture biologique, et de lutter contre le réchauffement climatique, pour que mon bouc puisse enfin faire le nécessaire auprès de ses chèvres, parce qu'ici le mois de septembre est trop chaud, je pense, et on verra après. Mais donc voilà, moi je pense que les anciens ont beaucoup à nous apprendre. Saint-Exupéry disait que on prête à nos enfants des terres qui nous... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait. On emprunte la terre à nos enfants. Donc ça, c'est une belle image, et je pense qu'on doit tous ne pas oublier cette image-là, les députés, les gens dans leurs différentes compétences devraient tous penser à ça. Donc voilà, et je suis aussi, je vous ai parlé au nom de mon bouc, mais je vous parlerai aussi au nom de mes woofers que j'accueille. J'accueille beaucoup de woofers, des gens qui veulent quitter le salarial et qui veulent s'installer en agriculture, et qui butent sur l'accès aux fonciers.
C'est bien dommage parce que c'est des gens qui ont plein de qualités, plein de valeurs et qui veulent remettre en activité une agriculture paysanne. Enfin, moi, il y a à peu près une trentaine d'années, quand on voulait insulter quelqu'un, on l'insultait de paysan. On lui disait « mais t'es un paysan, toi, qu'est-ce que tu fais, t'es un paysan ». Aujourd'hui, tout le monde veut revenir à cette agriculture paysanne, veut être en autonomie alimentaire. Beaucoup de woofers, des Canadiens, j'ai accueilli des Colombiens, c'est vraiment international. Et au nom de ces gens-là, qui peuvent, même des gens qui veulent accéder à 2 hectares pour faire du maraîchage en bio, ils ont vraiment du mal. Et j'espère que vous, les gens qui sont dans votre compétence, monsieur les députés, madame la députée, monsieur le directeur de la SAFER, puissent un peu réfléchir. Et c'est pour ça aussi que Terre de Liens, aujourd'hui, intervient et essaye de s'immiscer pour essayer ces porteurs de projets. Et je voudrais d'ailleurs vous féliciter pour votre travail. Mais voilà, donc au nom de ces woofers et ces gens qui veulent quitter le salarial et s'installer et qui ont des vraies valeurs en agriculture paysanne, ben, j'espère qu'on arrivera à quelque chose, à créer une loi peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, donc résistons ensemble, essayons de réfléchir ensemble contre le réchauffement climatique et pour que mon bouc puisse faire le nécessaire auprès de mes chèvres. Quand même, parce que là, il est tard un peu. Hein. Bon, voilà. Autrement, on n'aura pas de fromage. On n'aura pas de fromage au printemps, parce que si mon bouc ne saillit pas mes chèvres, moi, j'aurai pas de... Voilà. Donc... Merci. Désolé. Bon, donc on me demande propositions. de parler des propositions. Donc il y a 2 volets. Il y a un volet proposition par rapport à la zéro artificialisation nette, à l'arrêt du béton et du bitume. Cette proposition avait été envisagée par la Commission européenne en 2011 pour 2050. Et puis Nicolas Hulot avait repris cette proposition au mois de mai de cette année. Donc c'est quand même, ça veut dire que c'est pas une idée qui sort de n'importe où, et ça veut bien dire qu'il faut y arriver. Bon, et je pense qu'il faut y arriver assez vite. Donc pour arrêter l'artificialisation, il faut qu'on délimite les zones urbaines. Donc ça, on a tous les documents pour le faire. Il y a des documents d'urbanisme, on sait à peu près où sont les... Enfin, on sait faire ça. Par contre, il faut accepter que l'extension urbaine ne puisse se faire que par dérogation et après une séquence sérieuse, éviter, réduire, compenser, et qu'on n'oublie surtout pas la séquence éviter. Et puis si on veut vraiment, étendre l'imperméabilisation, eh bien ça veut dire qu'il faut quand même qu'on essaie de compenser en termes de potentiel naturel, de réserves utiles en eau, ce qui me semble très difficile d'ailleurs. Donc, mais il faut qu'on arrête de parler de la compensation telle qu'on en parle aujourd'hui, où la compensation ne repose simplement sur la compensation de la biodiversité remarquable. Mais il n'y a absolument pas de compensation possible en termes de potentialité ordinaire, ni en termes de réserve utile en eau. Donc, compensation, il faudrait remettre les points sur les i là-dessus. Pour être cohérent avec cette proposition, ça veut dire que la compétence urbanisme doit bien sûr rester aux communes, aux intercommunalités, mais au sein du tissu urbain. Par contre, la compétence de l'extension urbaine devrait revenir plutôt à l'État et à la région. Et puis, comme on ne comprend pas toujours les règles législatives, ça veut dire qu'il y a peut-être à imaginer des mesures d'accompagnement pour supprimer les plus-values foncières, parce que
il y a un certain nombre de propriétaires fonciers qui cherchent à avoir leur terrain en zone constructible pour pouvoir récupérer de la plus-value foncière. Dans un certain nombre de pays, à certaines périodes, on a su éliminer les plus-values foncières, soit en régulant le prix, soit en taxant les plus-values. Bon, c'est pas en taxant les plus-values foncières à hauteur de 10% qu'on décourage les tentatives de changement d'usage des sols. Et puis, pour les promoteurs, il faut leur faire comprendre que les espaces naturels, les terres agricoles sont vraiment un bien commun, et qu'on ne peut pas les détruire comme ça, et que urbaniser une terre agricole, ça devrait coûter aussi cher qu'urbaniser une terre au sein du tissu urbain. Et donc mettre en place une taxe d'urbanisation très forte. Voilà pour l'arrêt du béton et du bitume. Alors, pour ce qui concerne la concentration des terres, bon, la première chose que j'ai oublié de développer, c'est qu'aujourd'hui, la concentration des terres, elle se fait par les marchés fonciers. C'est-à-dire qu'on peut s'agrandir en achetant de la terre, en louant de la terre, ou en achetant des parts de société pour prendre le contrôle d'exploitation agricole. Et c'est bien... alors, les SAFER ont pu intervenir et interviennent sur le marché des terres. Elles ne peuvent pas intervenir sur le marché des parts sociales. Et puis, on a les commissions structures qui pouvaient intervenir sur le marché des locations, en l'occurrence, notamment dans les années, à partir de 60-62. Et au départ, on avait un contrôle cohérent sur les locations, sur les terres, donc à peu près sur l'ensemble des transactions. Et puis la commission, qui était une commission qui s'intitulait la commission des cumuls, avait le droit de refuser un projet de location. Et s'il n'y avait pas de plusieurs candidats à un moment donné, il pouvait y avoir une période transitoire à gérer, mais la personne qui était candidate au départ n'avait pas le droit de prendre une nouvelle location. Et puis à la fin des années 80, au sein de la commission structure, lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat, la commission structure est obligée de donner son aval pour la nouvelle location. Et donc, en gros, ça supprime de fait la possibilité d'orienter les terres vers les projets que l'on souhaiterait maintenant au niveau local. Donc, et aujourd'hui, ce que l'on propose, alors je sais pas, c'est une autre diapo, mais voilà. Bon, ce qui est proposé, et c'était proposé aussi par des notaires, par des juristes, c'est d'avoir des autorisations d'exploiter. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer aujourd'hui une commission départementale de régulation foncière qui autoriserait ou refuserait la concrétisation des projets d'achat de terre, mais également des projets d'achat de parts sociales, ou qui refuserait la concrétisation de location. Et donc ça permettrait, entre autres, notamment dans les zones de pas de porte, que ce soit plutôt cette commission qui décide qui accepte ou non l'affectation des terres. Mais s'il y a un refus de cette commission, on remet le terrain en jeu et on fait appel public pour dire est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour ce bien. Et à ce moment-là, on oriente réellement les terres qui sont mises à disposition
pour préparer pour répondre à des objectifs de politique agricole, pour orienter des terres vers l'agriculture familiale, vers l'agriculture biologique, vers l'agriculture agrobiologique. Et on peut éviter de la sorte que les terres aillent toujours grossir, les plus grosses exploitations. Parce que ce qui est important, et ce que vous commenciez à dire tout à l'heure, c'est qu'on est bloqué par le prix. Le prix, le prix de la terre, il se forme par les personnes qui sont en concurrence. Et c'est celui qui peut mettre le plus qui l'emporte. Donc, et au fur et à mesure. Et donc, le marché de la terre, c'est un marché d'exclusion, puisqu'on n'en fabrique pas. La quantité de terre mise à disposition, elle est finie. Donc, c'est celui qui arrive à mettre le plus haut qui l'emporte, même s'il y a un petit peu de régulation. Mais pour illustrer ça, on peut voir ce qui s'est passé dans le vignoble bordelais. En 2012, dans un certain nombre de vignobles, il y avait des difficultés liées à la commercialisation et tout ça. Donc, les viticulteurs locaux ne pouvaient plus accepter les prix qui avaient été atteints. Donc, en période normale, s'il n'y avait pas eu d'autres acquéreurs venant d'ailleurs, eh bien, les prix auraient baissé. Il y aurait eu une régulation interne. Mais là, ce qui s'est passé, il y a eu des acquéreurs chinois qui sont arrivés sur le marché, qui ont permis le maintien du prix, et à ce moment-là, ils sont rentrés dans le vignoble bordelais, et 5 ou 6 ans après, ils ont 2% du vignoble bordelais entre les mains. Donc le prix, si on dit que le prix est... à mon avis, il est très difficile de contrôler les prix. Par contre, ce qui est possible avec une commission départementale de régulation foncière, c'est de choisir les personnes en fonction des projets et en fonction, un des critères qui me paraissent très importants aujourd'hui, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la valeur ajoutée à l'hectare, donc l'emploi, et puis les pratiques de monoculture ou les pratiques qui permettent d'augmenter la biodiversité, d'augmenter le carbone dans les sols. Et donc il faudrait mieux réorienter les terres en fonction d'un projet économique, de l'emploi, et en fonction de critères de pratiques agricoles. Voilà un petit peu la réflexion que l'on propose pour l'instant. Voilà. Merci. Donc ça, ce sont nos propositions communes, Actar, Terre de Liens. C'est où on en est de la réflexion pour le moment. Donc maintenant, c'est à vous, la salle, de nous faire vos remarques. Donc il y a un micro, je ne vois pas, qui est là-bas. Donc je regarde si vous avez la gentillesse de lever la main, et puis on vous passe le micro pour vos interventions. Je sais bien que c'est toujours pas très facile d'être le premier. Très, très bien. Non ? Pour l'agrandissement. Oui, mais c'est Noël Bonamy, sur le château, ancien paysan. Donc, pour ce qui est de l'accaparement des terres, je me demande quand même s'il ne faut pas remettre en cause la politique agricole commune qui accorde des aides à l'hectare, plus t'as d'hectares, plus t'es soutenu. Et comme tu as moins, Damien, je suis bien content qu'il l'ait dit tout à l'heure, plus les fermes sont grosses, plus la valeur ajoutée est moindre à l'hectare. Donc on perd. Ceux qui ont beaucoup d'hectares en veulent toujours plus pour ne pas perdre leur... Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut remettre en cause, parce qu'il y en a marre. Depuis le temps que ces aides existent, bon, ça c'est un premier point. Bernard Semaille, en retraite. J'étais le président cantonal FDSEA avant que je sois en retraite. Bon, je reviens un petit peu comme
comme tu disais, parce que moi, j'ai connu, mais au début, qu'on avait un revenu par la vente de la qualité des produits, c'est-à-dire le prix et la quantité. Quand il est arrivé la PAC, on a eu une... et qu'on produise plus ou moins, le revenu sur le produit y a baissé parce qu'il y avait un fixe avec la prime. Alors, quand on parle que le rendement il baisse, ça ne servait plus à rien de faire des rendements énormes, vu que les derniers quintaux ils coûtaient plus cher que ce qu'on gagnait. Merci. Donc, c'est une forme de remise en cause des aides. Tu veux intervenir ? Oui, je crois qu'au niveau européen, la notion de régulation commence à apparaître un peu. Il y a eu un rapport d'un parlementaire européen, je crois en 2017, qui a abordé cette problématique. Et alors, on sait que l'Europe est libérale, hein, mais cette approche commence à évoluer au niveau européen. Donc on est en pleine réflexion sur la réforme future de la PAC. On verra à quoi ça aboutira. Sur ce point, c'est important de voir la position des instances européennes, mais notamment de la Commission européenne, suite au rapport Notzel de 2017, de 2018. La Commission européenne s'est crue obligée de clarifier sa position sur la régulation qui pouvait exister dans les différents pays européens à propos des marchés fonciers. Et la Commission européenne a reconnu dans une note interprétative d'octobre 2017 que la régulation foncière qui était en place notamment en France avec les droits de préemption, avec les autorisations préalables d'exploiter, était tout à fait cohérent avec la politique agricole commune et avec les règles du commerce au sein de l'Union européenne. Ce qui veut dire que, si là où la Commission n'a pas été assez loin, mais je pense qu'avec les arguments qu'elle a pu défendre, mettre en avant pour dire que les États avaient le droit de réguler le marché foncier, le marché des terres, je pense qu'avec les mêmes arguments donc de la Commission européenne, on peut démontrer qu'il y a possibilité de réguler les marchés des parts sociales et le marché des locations. Et dernier point pour la régulation des exploitations, on parle de la régulation des exploitations au niveau français, mais je pense que cette régulation au niveau français, elle devrait également se porter au niveau de l'Europe, puisqu'on a bien des exploitations qui sont à la fois sur la Belgique et la France, et on a des exploitations qui sont multinationales aujourd'hui, et si on fait une régulation en France, eh bien on a le droit de demander si les personnes qui veulent intervenir en France ont déjà des exploitations dans les autres pays. Et donc, l'observatoire, il me paraît qu'il faudrait un observatoire des exploitations au niveau européen pour pouvoir réellement réguler. On a des exploitations de plus de 50 000 hectares en Roumanie. On a une exploitation dont le siège est en Grande-Bretagne qui opère sur 5 ou 6 pays européens et au total, il gère 89 000 hectares. J'espérais. Juste pour répondre un instant sur la partie PAC, alors que son verdissement avait été attendu déjà en 2013 à la dernière version des budgets européens, on a vu que l'Europe et les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le même modèle.
Et ce que vous dites là, pour moi, me fait penser à des propos qu'on a pu tenir un petit peu précédemment dans la soirée. C'est qu'il faut se poser la question du statut. Quel statut il faut vraiment avoir pour toucher des aides? Parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'une des grandes injustices aussi vécues par le monde paysan, c'est finalement d'avoir des personnes qui n'exploitent pas la terre, qui ne sont pas agriculteurs eux-mêmes, et qui touchent à l'heure actuelle des aides publiques. Donc c'est vraiment la question de conditionner, et même les aides publiques nationales, à finalement le fait d'être vraiment paysan, exploitant sa terre, qu'on la loue ou bien qu'on en soit le propriétaire, très certainement. Je pense que déjà là, on clarifierait beaucoup de choses à l'échelle européenne. Et ensuite, vu que les AOP et les IGP ont été créés par l'Europe, peut-être que par déjà ces appellations, par aussi le fait de qualifier sa production en bio ou dans d'autres encore domaines de préférence de production et d'exploitation agricole, on pourrait également pouvoir qualifier les services rendus à la nature à travers les aides publiques. Parce que toute aide publique, c'est comme la fiscalité, c'est une incitation à faire. Autre question? Oui, Patrick Dupont, agriculteur retraité, ancien producteur de laine dans l'avènement. Voilà. Non, mais, par rapport justement à la PAC, les pays ont quand même une certaine marge de manœuvre pour l'application des directives européennes. Et moi, j'ai la conviction qu'en France, on vote toujours pour maintenir et favoriser une agriculture industrielle. Et il y a un lobbying qui est fait très fortement au niveau du gouvernement français, hein, et pour que justement, par exemple, si on prend le deuxième pilier de la PAC, pour verdir la PAC, finalement, il reste pratiquement plus rien. Tout est reparti au premier pilier pour justement toujours maintenir cette suprématie de l'agriculture industrielle. Et ça, je trouve que les politiques, ils pourraient agir et influencer et poser des conditions pour que ce soit fait d'une façon plus démocratique. Merci. Je vais me permettre d'ajouter que même sur le deuxième pilier, ce qui reste sur le deuxième pilier, c'est difficilement accessible aussi. C'est de plus en plus compliqué d'accéder au deuxième pilier. Hein, on est sur un territoire de parc. Le parc a beaucoup œuvré les années antérieures pour construire des contrats. Ça a été les CTE, et maintenant c'est les MAE. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour les agriculteurs de rentrer dans le moule. Dans un secteur herbagé, on a beaucoup de mal à rentrer dans le moule. Bon, vu que l'heure avance, s'il y a encore deux questions, et puis on va devoir passer à la conclusion quand même, parce que je sais bien que c'est toujours frustrant, mais comme vous êtes très calme, je sais pas, on vous a peut-être endormi. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Mathieu? Je te vois, on commence à parler. Okay. Oh, chacun une. La question du fermage, je suis beaucoup moins à l'aise que toi pour en parler. Mais effectivement, le rôle du fermage est important aussi en France. Hein, donc, je maîtrise pas très bien, je vous laisse poursuivre, mais le risque aussi d'avoir des producteurs de l'extérieur qui viennent pour produire de la pomme de terre sur nos terres, c'est aussi une remise en question du fermage. Et si on touche à ça, là, je pense qu'on tombe dans un travers. Bon. Donc, oui. Effectivement, on se sait. On met soi-même en péril son fermage. Vous êtes... Marc, s'il te plaît, il y a une question devant toi. Vous voulez vous présenter? Attendez, ça va s'ouvrir. 1, 2, oui. C'était juste une remarque que j'ai pu faire, en fait. Virginie Guillot, je suis en reconversion professionnelle vers le maraîchage bio. Je suis néo-rurale. Et j'ai fait le tour de tous les agriculteurs de mon village, pas loin d'ici. Et ils m'ont tous dit que, en fait, ça valait pas le coup pour eux
de me louer ou de me céder des terres parce que la PAC, c'était plus intéressant pour eux. Voilà, c'est un bel exemple, malheureusement. Non, ça me fait penser ce projet, enfin comme beaucoup d'autres projets qui sont un peu sujets de moquerie, s'installer sur une petite surface, des fois en traction animale ou des choses comme ça, ça fait rire. Et pourtant, il y a l'urgence climatique, on l'a dit, probablement une crise pétrolière qui nous attend dans quelques années. Et du coup, je pense que les gens qui innovent et qui recherchent d'autres façons de faire, eh ben, on sera peut-être bien content de les trouver dans quelques temps, quoi. Et à l'inverse, les géants au pied d'argile pourraient peut-être s'écrouler aussi plus vite qu'on le croit. Voilà. Et tout à l'heure, Monsieur Carlier, vous nous disiez de toute façon qu'on avait besoin de maraîchage. C'est vrai que parfois on nous dit, à nous, Terre de Liens, mais vous accompagnez toujours des projets de maraîchage. En Avesnois, il y a des jardins. Et pourquoi des maraîchers? En réalité, on voit que les maraîchers qui s'installent, ils s'installent. Il y a de la production. Il y a des AMAP qui se développent. Donc il y a de la demande. Il y a de la demande de collectivité. Et c'est vrai qu'il y a du besoin, mais voilà, quoi. Bon, je vous propose... à chacun de nous faire votre petite remarque de conclusion. Pour Monsieur Carlier et pour Robert, si vous avez quelque chose. Bertrand également. Le bouc a toujours aussi chaud, donc, et on risque de ne pas avoir de fromage au début de l'année prochaine. Donc je pense que ça, c'est effectivement ce qu'a envie de nous dire Patrick qui est reparti. Et ça doit vraiment nous questionner. Et donc voilà, et puis après, je vous demanderai, Mme Catelot, ce que vous avez entendu, ce que vous prenez comme dans votre serviette de député pour l'emmener et que nous contrôlerons. Et oui. Ouais, pour la boutade, j'avais envie de proposer de mettre le bouc quelques heures dans une chambre froide. Et qui alimente la chambre froide et la consommation électrique de la chambre froide? Du photovoltaïque, par exemple. Bon, voilà, c'est une petite boutade. Simplement pour conclure, ça a été évoqué tout à l'heure par Anne-Laure Catelot. Je pense que la notion de statut d'agriculteur, c'est un enjeu fondamental. À la fois par rapport à la PAC, par rapport à ces problématiques de foncier. Et ça fait des années qu'on n'arrive pas à avancer sur la définition de ce qu'est un agriculteur, et je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à avancer sur cette partie-là. Sur le zéro consommation d'espace, je suis très urbanisé, je suis très dubitatif parce que voilà, donc même dans nos communes rurales, les maires revendiquent de la surface pour faire du bâti, pour continuer à avoir des écoles, et voilà, donc c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des efforts à faire. Et sur la notion de plus-value foncière liée à l'artificialisation des sols, donc notamment... je pense que c'est aussi parce que les collectivités privilégient la négociation amiable plutôt que de passer par une DUP. Si passer par une DUP, le prix est encadré. En négociation amiable, c'est plus simple pour eux et on arrive à des aberrations. Moi j'ai vécu Caudry qui a acheté en 2009 à 40 000 € de l'hectare pour faire l'urbanisation et qui voulait les revendre la semaine dernière à ce tarif-là. Voilà, donc parce qu'ils ne pouvaient plus urbaniser, parce qu'entre-temps, il y a le SCOT qui est passé, et voilà. Donc il y a chacun à son niveau a des pas à faire. Les élus ont aussi, les collectivités locales ont aussi des efforts à faire et quelquefois être cohérents dans leur approche par rapport au foncier.
Oui, je vais juste redire un mot sur l'exposé qu'on a eu ce soir. Là, ça nous donne quand même l'impression d'une extrême complexité du sujet, du foncier, mais de manière générale, des processus pour élaborer des lois, etc. Et on a parlé aussi des lobbies industriels qui peuvent s'opposer justement à ce que tout ça change. Peut-être que nous, citoyens, on a un lobby qui peut être encore plus fort. Et peut-être qu'il y a des députés volontaires qui ont besoin de soutien, ou en tout cas, nous, en tant que citoyens, quels que soient les partis politiques qui sont au pouvoir, on a un rôle pour bousculer et faire accélérer les prises de décision, parce que, il faut le rappeler, on est vraiment dans une urgence absolue par rapport aux défis climatiques. Je crois que j'ai plus rien à dire. Non, enfin, je pense qu'on ne peut plus prendre des décisions, gérer les exploitations, gérer le bien commun, les espaces naturels, comme on l'a fait et comme on veut le faire depuis 50 ans. Ça fait 20 ans pratiquement qu'on a voulu commencer à préserver les terres agricoles depuis 99 avec les ZAP. Et puis on a fait aussi un certain nombre de choses, de recommandations pour arrêter, de freiner le béton et le bitume. Bon, finalement, on est toujours au même rythme. Bon. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de l'urgence. On ne peut plus penser qu'il n'y a pas de limite. Et là, il faut vraiment qu'on sorte de nos paradigmes. Et je sais que c'est très difficile de penser qu'on puisse arrêter l'imperméabilisation, mais il faut qu'on invente. S'il y a 10% de personnes en plus, eh bien, il faut que au sein du secteur déjà imperméabilisé, on puisse rénover, recycler les terrains urbains, rénover, refaire pour améliorer le bâtiment, mais au sein, il faut qu'on arrive à recycler les matières premières de la même manière. Le monde est limité, il faut qu'on en prenne conscience, et par rapport au réchauffement climatique, c'est vraiment l'urgence, et donc les sols permettent de capter du carbone, et ça c'est plus qu'important. Bon, et puis sur le partage des terres, je crois qu'on peut effectivement partager des terres pour produire plus de valeur ajoutée, pour avoir des campagnes vivantes. Et je pense que là aussi, c'est un point. Enfin, ce sont des décisions politiques. Le fait de donner effectivement des aides à l'hectare, et qui font le revenu des agriculteurs. On ne peut pas dire que tel ou tel système tient plus ou moins économiquement. Si on supprime des aides, il y a beaucoup de systèmes qui s'effondrent. Hein. Donc c'est vraiment, il faut aussi qu'on réfléchisse à la formation des revenus des agriculteurs. Et le dernier point, qui me semble aussi important, c'est qu'il faut pouvoir rémunérer les paysans, les agriculteurs qui travaillent pour maintenir la biodiversité, pour augmenter le carbone, pour créer des haies, pour diminuer peut-être des parcelles de 100 hectares sont obligatoirement pauvres en biodiversité, pour refaire des haies, pour faire des fossés, pour ça, on peut modifier les éleveurs. Et donc, il est temps. Avant je vous donne le mien. Au cas où, on peut faire ça. Hein. C'est vrai que c'est une sacrée charge, honnêtement, de conclure cette soirée, parce qu'elle a été riche en échanges, riche en idées, et puis surtout parce que, en tout cas, moi, je suis contente aussi d'une chose, c'est qu'on a partagé ensemble un constat, des idées, et que vous partagez aussi la tâche qui est la nôtre, qui est la mienne aussi,
maintenant d'aller porter justement ces idées-là, d'aller convaincre mes collègues, d'aller convaincre nos responsables politiques sur le nécessaire changement qu'il faut opérer maintenant sur le foncier. Je suis pas seul, on n'est pas seul, nous tous, hein, parce que beaucoup d'autres personnes pensent comme nous, et on l'a bien vu, il y a député Potier, mais il y en a d'autres également qui ont envie vraiment de se mobiliser sur ce sujet-là, et à nous d'être plus forts, effectivement, que d'autres représentants d'intérêt. Juste quelques mots, effectivement, qui, au gré de nos discussions, m'ont marqué. On a un énorme sujet sur le contrôle, effectivement, des structures qu'il faut renforcer. On a besoin de mieux réguler à la fois la location de terre et les achats-ventes de terre. On a besoin dans notre processus encore mieux que ce qui existe déjà maintenant, mais d'arriver à préciser par cette régulation-là ce que l'on préfère faire. C'est-à-dire que dans un plan d'aménagement, dans un SCOT, un schéma voilà, où ça permet de savoir aussi ce qu'il faut urbaniser ou autre, dans ces éléments d'urbanisation et d'aménagement, dans les territoires urbains ou ruraux, on devrait finalement faire le point sur les cultures qui manquent, l'élevage manquant, les outils de transformation peut-être qui manquent aussi à ce territoire-là. Parce que quand on veut effectivement aussi, et on a parlé de diversité dans les exploitations, qu'il manquait notamment par exemple du porc dans le sud du département, mais par ailleurs également, ça veut dire que derrière il faut avoir les structures d'abattoirs nécessaires au traitement. C'est que si demain on veut aussi relocaliser la consommation des cantines, et ça va être le cas puisque dans la loi on a des obligations à 50% de produits locaux et bio dans les cantines scolaires, pour le mettre en œuvre, on sait bien que les communes n'ont pas toujours le matériel qu'il faut, donc il faut faire des légumeries pour transformer les produits et qu'après ils soient utilisés facilement dans les cantines scolaires. Il faut aussi qu'on arrive à s'adapter un peu aux contraintes des uns et des autres. Et ça, finalement, moi je pense qu'on va réussir à le faire main dans la main. Le foncier et toute cette régulation-là, ça va vraiment être le gros job de l'État et des législateurs d'arriver à faire évoluer ces règles, je le disais, pour la location et pour la propriété. Sur la partie de la restauration collective, ça va être le boulot des élus locaux. Voilà, il va falloir vraiment, tous ensemble, qu'on les motive. On le fait déjà, et certaines structures depuis déjà des années. L'État contribuera bien sûr, mais c'est avant tout la région, le département, votre commune, votre intercommunalité qui doivent aussi changer leurs habitudes et leurs commandes, parce que finalement, par leurs commandes, ils sont puissants. Hein, la commande publique a une forme de puissance. Les formes sociétaires, on en a parlé, j'ai l'impression que c'est un espèce de serpent de mer, un truc qui dépasse largement même, je pense, mon âge, où on sent bien que par la diversité des sociétés qu'on a pu permettre, par les précédentes lois également, en fait, on a créé également les solutions, comme je disais au début, pour détourner la règle. Et détourner la règle, c'est par exemple ces sociétés où on ne sait plus qui est à la tête finalement. Ils touchent des aides publiques qui, je pense, ne leur sont pas destinées quand elles ont été imaginées à l'époque par leurs créateurs. C'était pas le but. Et finalement, maintenant, on se retrouve complètement coincé. C'est la même chose finalement quand on permet quand même, c'est vrai, à des Chinois de venir acheter des terres dans l'Allier, dans l'Indre. J'ai aucun problème contre l'internationalisme et les échanges, mais à un moment donné, dans l'issue et le projet finalement qu'on a avec la terre et ce projet agricole, si on n'a pas un regard et si on ne le régule pas, tout peut arriver, quoi. Tout peut arriver, et finalement nous-mêmes on peut être dépossédés de notre propre souveraineté. Et voilà. Et honnêtement, on peut à la fois être internationaliste et en même temps avoir un regard très important sur notre souveraineté et notre résilience propre à l'échelle de notre pays, mais aussi à l'échelle de notre Avesnois. Les deux sont tout à fait compatibles. Voilà. Je regarde quand même pour ne pas oublier des choses que j'avais vraiment envie de vous dire. Les territoires ultra spécialisés. Alors oui, les outils de transformation, je vous en ai parlé. Quelque chose qui finalement, c'est pas grave, ça vous entendez à peu près, qui correspond à la fois à mon travail, si je peux dire, ma mission de député, et en même temps aux besoins dans le foncier, c'est la transparence. C'est pour la caméra, ça va. Et les autres? Sinon, après... C'est pour la caméra. On les a tous épuisés. Pauvre bouc. et je disais... donc il faut une vraie transparence sur ce qui est à vendre quelque part. Si on veut faciliter le marché, et en même temps faciliter les uns les autres à accéder à la terre, ou savoir ce qu'ils louaient, il faudrait en fait avoir, en toute transparence, l'offre disponible.
quelque chose est à vendre, pourquoi pas obliger, alors je sais pas, peut-être que ça existe déjà, et j'avoue que je méconnais ça, mais une obligation de publication. J'ai une terre à vendre, j'ai une terre à louer, voilà, et d'être finalement dans une forme de transparence. Et après, quelque part, charge à chacun, s'il est intéressé, d'aller demander. Et puis après, cette proposition est étudiée par la commission départementale que vous avez, pourquoi pas, imaginé. Moi, ça m'a l'air logique. Et si ça a l'air logique, je pense que ça peut peut-être marcher. Voilà. C'est vrai que les GAEC, on en voyait beaucoup, on en voit de moins en moins. Et on en parlait tout à l'heure. Je pense même que ces sociétés, à l'avenir après, quand il y a des mondes de transmission, ça a l'air de bien se complexifier. Écoutez, franchement, je pense que là, on a... Alors si, je voulais vous parler de l'urbanisation. Le zéro artificialisation nette. C'est difficile parce que c'est vrai que dans mon quotidien depuis 1 an, j'en vois des maires qui me disent en même temps dans l'Avesnois, on n'est pas le trou du cul du baudet, on a envie de se développer et il y en a marre que ce soit la métropole qui, elle, continue de se développer et nous, on n'a pas le droit d'aller construire juste 3 baraques en extension du bourg. Voilà. Il faut l'entendre aussi, ce truc-là. Il faut entendre aussi que les métropoles, elles devraient davantage faire ce qu'on appelle la ville dense, c'est-à-dire continuer à se développer sur des terres qui ont déjà été artificialisées, qui ne sont pas bien réutilisées. Je pense aux zones d'activité, aux zones industrielles qui, quand elles commencent à être vieillissantes, on va en construire une autre à côté sur des terres agricoles plutôt que d'aller réformer, on va dire, l'ancienne terre agricole. Donc ça fait des belles friches avec des belles zones de stockage qui ne servent pas à grand-chose. Il y en a quelques-unes dans le secteur de l'Équin, vous voyez, quand vous remontez là vers Lille. Voilà. Et après, ils sont en train de négocier potentiellement la transformation de terres qui sont, comme par hasard, des champs captants. Donc voilà. Moi, ça m'interpelle énormément. Ça m'est plus que désagréable. Surtout quand, quelque part, ici, les extensions urbaines dans nos communes rurales, elles sont vraiment d'ordre assez minime. Elles pourraient effectivement être régulées quand même. On pourrait effectivement mettre les outils qui permettraient d'établir que eu égard au foncier disponible, cette commune, elle a vraiment besoin de quelques mètres carrés pour faire son école. Voilà. Je pense qu'on pourrait carrément s'autoréguler. Mais les villes doivent vraiment repenser leur urbanisation, le traitement des friches, le verdissement en ville directement. Voilà, je pense que ça nous permettrait, certes, peut-être de ne pas avoir toutes les compensations avec la même qualité. Je ne dis pas qu'on va se mettre à cultiver avec la même qualité de terre, bien sûr, quand ça a été de l'industrie par le passé ou autre, vraiment, là n'est pas la question, mais je pense qu'elles ont aussi une forme de contribution durable à avoir, et c'est aussi ça un peu la solidarité territoriale, ça ne ferait pas de mal. Tout à l'heure, on a évoqué les sujets de fiscalité, taxes urbanisation élevée, taxes sur les plus-values. Je crois vraiment qu'il faut utiliser la fiscalité comme un outil justement vertueux. C'est ce que je disais également pour les aides publiques. C'est censé être ça initialement, la fiscalité et les aides publiques. On a un peu parfois oublié quel était leur objet. Mais c'est d'inciter des comportements. Voilà, donc je prends la balle au bon et elle m'intéresse beaucoup. Et parce qu'il commence à être tard et je pense qu'on a plutôt pas trop mal résumé. J'ai surtout ce cas là de quasi-métayage m'interpelle énormément, mais je pense aussi en lien avec le sujet des retraites agricoles, et il sera abordé l'an prochain. Donc l'an prochain, là en ce moment on a un sujet Egalim, donc la loi sur l'agriculture et l'alimentation, avec des choses qui vont évoluer sur le bien-être animal, la restoco, voilà, d'autres sujets. On aura une loi foncier probablement l'an prochain. On aura certainement aussi d'autres sujets qui viendront étayer un petit peu le sujet agricole. Ce que je voulais juste vous dire en conclusion, c'est que j'approuve les mots qui ont été les vôtres et je les ai un peu mixés finalement. C'est vrai qu'on ne peut pas penser qu'il n'y a pas de limite sur notre terre. On a un peu le sentiment quand on regarde notre terre, c'est un peu comme quand on se regarde soi-même, on a l'impression qu'on est un peu éternel, on ne voit pas trop notre propre fin. Donc la fin de la terre, on ne la voit pas. Mais comme ça a été dit aussi précédemment, avec des très beaux mots empruntés, on emprunte la terre à nos enfants. Je vous remercie beaucoup et continuez en bon. Merci à tous, merci et on va bien vous suivre. S'il y a d'autres associations qui ont un petit mot à nous annoncer, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez qu'on continue un petit peu, pas très longtemps, on vous invite au bar. Et puis, franchement, merci à nos intervenants. Voilà un petit peu ce que nous pouvons faire ensemble, entre réseaux d'acteurs. Mais il va falloir nous mobiliser tous pour suivre,
pour continuer, et effectivement, nous pouvons être force de proposition. Il ne faut pas qu'on ait peur de nos idées et de les mettre. Donc, je sais pas, je vois qu'un des panneaux est tombé, le sens interdit, il est tombé, mais il doit y avoir beaucoup de choses à mettre dessus. Donc, où vous voulez vous donner vos petits papiers à Alice, là et pour qu'on puisse les récupérer. Et encore un grand merci. Et puis, on vous invite, si vous voulez continuer à débattre avec nous dans d'autres cas, de laisser vos coordonnées pour Terre de Liens, et on vous associera bien volontiers à nos réflexions. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir fait les démarches, d'être présent et d'avoir joué le jeu de la vérité. Et si on travaille bien, l'année prochaine, on aura plein de bébés chèvres et beaucoup de lait pour 2020, puisque pour 2019, ça a l'air d'être mal barré.